Bonsoir, bienvenue sur la page Facebook du Parisien. Alors ce soir, on a beaucoup de chance. On est à Beaubourg, au Musée national d'art moderne. On a le musée juste pour nous. C'est un jour très particulier pour le Centre Pompidou, parce qu'il a 40 ans. Le Centre Pompidou a ouvert le 31 janvier 1977. Et on va vous proposer une visite privée avec le directeur du musée, Bernard Blisten, que nous rejoignons. On a commencé devant un des plus beaux Warhol, les Ten Liz Taylor. Et on va continuer avec beaucoup de très beaux tableaux. C'est très impressionnant en Beaubourg vide. Hein. Et voici une mariée, la mariée de Niki de Saint-Phal, une artiste emblématique ici, puisqu'elle a aussi dehors tout un ensemble d'œuvres qui est très, très, très célèbre. Bonsoir Bernard Blisten. Bonsoir. Vous êtes le patron du Musée national d'art moderne. On dit ça comme ça. Alors déjà, je crois que vous étiez présent le 31 décembre 1977, à peu près à cette heure-ci, peut-être pas à cet étage. 31 janvier, excusez-moi. Non, j'étais présent. Je me suis fait passer pour le fils d'un grand artiste, Raymond Hins, parce que je voulais absolument entrer. Mais ce qui est affreux, c'est que j'ai croisé mes parents qui, eux, avaient eu une invitation. Je leur ai fait un pied de nez en leur disant, vous voyez, j'ai pas besoin de vous pour rentrer. Et ce soir-là, j'avais deux papas, puisque j'avais mon vrai papa et un faux papa qui était un artiste. C'était fou cette soirée, il y avait Grâce de Monaco, il y avait il y avait des rois et des reines. J'avais vu plein de gens dans ma vie, mais j'avais pas vu des rois et des reines en vrai. J'ai vu Fabiola, j'ai vu plein de gens, des présidents, mais un peu de loin quand même, parce qu'il y avait pas mal de trucs. Mais il y avait un joyeux bazar aussi, c'était formidable. Je me suis perdu, j'ai perdu mon faux papa, j'ai croisé mes vrais parents, et puis j'ai voulu voir l'exposition du chant, j'ai pas pu, il y avait trop de monde, mais dès le lendemain, je suis revenu. Et le lendemain, on était chez je ne sais pas combien, 25 000, 30 000, c'était génial. Alors maintenant, le Centre Pompidou, c'est plus de 3 millions de visiteurs par an. Le musée, moins, mais beaucoup. On sait que le musée, c'est 120 000 œuvres, dont beaucoup sont dans les réserves. Et vous allez nous en présenter quelques-unes qui vous sont chères. Oui, ces 120 000 œuvres, on en montre 5%. Tenez, il y a un monochrome d'Yves Klein. Les gens connaissent aujourd'hui Yves Klein. À l'époque, ça faisait hurler tout le monde. Mais c'est absolument essentiel dans l'histoire de l'art, c'est le moment où l'artiste invente ce pigment bleu, qui va breveter d'ailleurs, et faire une surface monochrome, comme une sorte d'immense ciel, si vous voulez, devant lequel le public peut se recueillir et rêver peut-être. Je crois qu'il va y avoir un bal d'ailleurs samedi soir, puisqu'il y a un week-end porte ouverte gratuit, où j'ai lu qu'il fallait venir avec une tenue monochrome. Donc est-ce que certains vont venir en Yves Klein, tout en bleu? Ce sera votre cas? Non, du tout. Moi, je cherche encore. J'ai du mal du côté du monochrome. Je me vois mal en rose, en blanc, en orange. Je sais pas. Je vais opter pour un truc, ça va finir en noir. Soulage alors. C'est plus chic, voilà, Soulage. Qui était un des grands succès de Beaubourg. Tenez, vous voyez l'œuvre qui s'éclaire là? Oui. Elle s'éclaire sporadiquement, mais c'est une chose magnifique d'un artiste japonais. C'est un mouvement qui s'appelle le mouvement Wutai. Et il faut imaginer que l'artiste se revêtait ce manteau d'ampoule, imaginez le danger, pour donc faire des performances. C'est le moment de la performance. Derrière nous d'ailleurs, le grand Yves Klein, là aussi, est une œuvre qui relève de la performance, puisque Klein réalisait ses tableaux en direct et demandait à des femmes nues de se rouler en quelque sorte sur la toile. C'est dangereux l'art contemporain là. Là, vous nous expliquez qu'un Japonais a failli s'électrocuter. Yves Klein, des femmes nues se jetaient sur la toile. C'est dangereux l'art contemporain. C'est dangereux. L'art contemporain, c'est souvent des expériences aussi. L'art contemporain, c'est un art souvent participatif aussi. Il faut imaginer des gens autour de ces artistes. Mais l'art contemporain, ça peut être la contemplation aussi. Si vous regardez les deux magnifiques tableaux d'Antaï qui sont là, ce sont des œuvres de contemplation. Antaï est un grand peintre d'origine hongroise, c'est un des grands peintres de la peinture en France des années 60 à sa mort. Et vous voyez, ces grands tableaux sont d'abord des tableaux de méditation, qui sont faits d'ailleurs selon une logique très particulière. Un travail de pliage. La toile est nouée derrière, l'artiste peint à l'aveugle, et une fois qu'il a réalisé son tableau, il déplie tout ça. Oui, parce que souvent, l'art contemporain, les gens pensent que c'est facile, c'est du gribouillage. Que ne dit-on pas sur l'art contemporain C'est amusant d'ailleurs que les gens ne disent pas la même chose à propos du cinéma, à propos de la littérature, à propos de la musique. Il y a une sorte de fatwa parfois sur l'art contemporain. C'est probablement parce qu'ils associent ça trop à l'argent. Tenez, je vais vous emmener voir des choses là tout à fait merveilleuses.
qu'on va traverser, on va ouvrir. Juste pour nous. Juste pour nous. Puis je vais vous emmener voir une magnifique sculpture qui est aussi en fait d'ailleurs une sculpture qui a à voir avec l'histoire du centre. C'est cet ensemble de Giacometti, absolument magnifique. C'est le nez. Ah oui. Des sortes de figures grotesques comme ça. C'est pas le Giacometti le plus connu. C'est un des Giacometti très célèbres de notre immense collection. C'est une œuvre absolument formidable. Vous voyez cette figure grotesque qu'on a associée à des tableaux de Dubuffet qui sont derrière. Il y a une sorte de petite sculpture ironique aussi de Dubuffet que j'aime beaucoup. Tenez, on va voir aussi le mur d'André Breton. Vous savez qu'on a eu l'immense privilège de pouvoir reconstituer le mur de l'atelier d'André Breton, le grand héros du surréalisme, celui qui a écrit le manifeste du surréalisme. Et donc nous avons pu avoir dans sa collection l'ensemble des œuvres qui étaient dans son appartement atelier de la rue Fontaine. Vous allez voir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Au passage, vous passez devant des ready-made de Marcel Duchamp. Alors, Duchamp, on va en reparler tout à l'heure. Oui, on parle toujours de Duchamp. On ne peut pas traverser un musée d'art moderne et contemporain sans parler de Duchamp. Alors là, pour rappeler peut-être qu'on est toujours sur la page Facebook du Parisien. Et donc là, on est chez André Breton, donc l'auteur de Nadja, de L'amour fou, l'inventeur du surréalisme. Oui, du fameux manifeste. Et Breton a pendant des décennies vécu dans un petit appartement de la rue Fontaine. Et à son décès, sa fille nous a offert cet ensemble absolument inouï. Comme vous le voyez, vous retrouvez ce goût de la collection qui mêle absolument toutes les cultures. Tenez, approchons-nous, vous allez voir, c'est absolument extraordinaire. Et très récemment encore, elle nous a offert le bureau de son père et toute la force symbolique qu'il y a derrière ça. Et vous voyez, il y a une grande sculpture qu'on appelle un grand houlis. Et c'est la voix de Breton qu'on entend. La voix de Breton. Ouais. La voix de Breton qu'on entend. Parce que je trouvais que c'était bien de faire entendre cette voix un peu pompeuse, d'un autre âge, si vous voulez, mais en même temps quelque chose d'absolument magnifique, d'un homme qui avait ce pouvoir, cette aura extraordinaire. Ce qui est impressionnant dans ce musée, c'est qu'il y a des sculptures, des installations, mais il y a aussi des œuvres qui aujourd'hui sont considérées presque comme classiques. Matisse, Picasso, on va peut-être découvrir Kandinsky, oui, des œuvres qui ont été des gros succès. Oui, nos expositions sont évidemment des expositions qui rencontrent, comme vous l'imaginez, un immense succès. Les expositions Kandinsky, des expositions Magritte qui vient de fermer, accueillent 600, 700 000 visiteurs, ce qui est absolument inouï, ce qui est magnifique en même temps, puisque tout ça, c'est, si vous voulez, cette grande curiosité que les gens ont pour l'art moderne et contemporain. Quand j'étais petit, quand je suis venu au Centre Pompidou au tout début, il y avait un scepticisme. Aujourd'hui, il y a vraiment une passion. Qu'est-ce qu'il faut dire? Alors, moi, je dis toujours, je viens à Beaubourg. Je crois qu'au début, on disait le Centre Georges Pompidou, et vous dites le Centre Pompidou. C'est quoi la bonne expression, finalement? C'est le Centre Pompidou, parce que, tenez, allons par là. Le Centre Pompidou, c'est de fait l'histoire aussi d'un homme, Georges Pompidou, qui l'a voulu, et qui, hélas, vous le savez, ne l'a pas vu, il est mort avant. Et donc, il était normal que ce lieu qui devait s'appeler Centre Beaubourg, nous sommes sur le plateau Beaubourg, porte le nom de celui qui en avait eu l'idée. Donc, c'est devenu le Centre Georges Pompidou, mais au fil du temps, peut-être aussi en hommage à son épouse, Claude Pompidou, oui, qui était une femme absolument extraordinaire. Plutôt que de dire le centre Georges et Claude Pompidou, on a fini par dire le centre Pompidou tout court. Voilà, on arrive dans une salle de Kandinsky. Une des stars, c'est pas un mot sans doute qui vous fait plaisir, mais il y avait eu plus de 600 000 visiteurs. Je ne vois pas pourquoi les stars, c'est uniquement le monde du spectacle. Donc Kandinsky, c'est une des stars de Beaubourg, puisque son exposition, et ça avait quand même été une surprise, avait réuni, je crois, plus de 600 000 visiteurs il y a quelques années. Nous avons fait 2 expositions rétrospectives de Kandinsky. Les 2 ont été des succès absolument inouïs. Il faut dire qu'on a 150 Kandinsky dans la collection. Kandinsky est mort à Paris. Vous le savez, il a eu une vie d'exilé. Il était né russe, puis il est allé en Allemagne. Il a été professeur au Bauhaus. Quand le Bauhaus a été fermé par Hitler, en 1933, il a décidé de venir à Paris. Et il avait la possibilité d'ailleurs d'aller aux États-Unis à l'époque, et il a préféré venir à Paris, où il est mort en 1944. Vous parlez de plus d'une centaine d'œuvres du même artiste. Bien plus. Est-ce qu'on peut dire, Beaubourg, c'est, dans son domaine, le XXe siècle, un des plus grands musées du monde, le deuxième, le troisième? Non, on ne fait pas la course. Dans différents domaines, c'est le premier du monde. Mais dans quel domaine, c'est le premier?
Oh, dans des domaines comme celui de l'architecture et du design, dans certains aspects de l'art moderne et contemporain. Il n'y a pas un musée au monde qui a des fonds aussi inouïs de Brancusi. Nous avons tout l'atelier de Brancusi. Kandinsky, vous en parliez. Tenez, derrière, il y a un autre artiste admirable dont nous préparons d'ailleurs une grande exposition, Kupka. Nous avons là aussi quasiment tout l'œuvre de Kupka. Nous avons un fond de Picasso absolument exceptionnel. Vous voyez, dans cette salle, il y a à la fois Kupka et à la fois Brancusi. Donc, un grand musée, c'est un musée qui a de grands fonds. Et le Centre Pompidou a de grands fonds. Disons que le Centre Pompidou a une cinquantaine de grands fonds qui font son histoire. Musée qui, vous le savez, avant était l'avenue du Président Wilson et qui a été créé dans l'immédiate après-guerre. Il devait ouvrir avant la guerre. Puis la guerre étant là, de fait, il a fallu retarder son ouverture. Là, vous parlez du premier musée national d'art moderne, bien avant la création de Beaubourg. Quand vous parlez de grands fonds, c'est intéressant parce qu'on pense à des grands fonds marins. Ce musée, c'est aussi un petit peu un labyrinthe, c'est-à-dire on passe de Kupka, et puis là, on va sauter les années, on va arriver jusqu'à Matisse. Oui, on remonte le temps. C'est une très longue période. C'est assez amusant, on remonte le temps. On a ce fonds Robert et Sonia Delaunay qui est absolument extraordinaire aussi. Et on remonte le temps. C'est assez amusant d'ailleurs de remonter le temps. Mais c'est aussi un musée qui a des choses absolument extraordinaires. Regardez, nous avons par exemple réinstallé, là, il y a peu, dans des salles que nous consacrons aux relations entre art et politique, le club ouvrier de Rodchenko, qui est une chose absolument extraordinaire, qui avait été réalisée pour l'exposition de 1925. Et c'est un lieu conçu pour l'éducation du peuple. Et donc nous l'avons réinstallé, il est à disposition du public. C'est aussi ça le Centre Pompidou. C'est des centaines et centaines de grandes installations, c'est des centaines et des centaines d'environnements. On voyage, là on est presque dans l'Union soviétique. On est en plein dedans, on est même en plein dedans. Alors, comme des croyances révolutionnaires. Voilà, là, oui, d'ailleurs c'est important de travailler sur ces utopies, même si ces utopies ont eu le destin qu'on leur connaît. Mais vous voyez, on va vers des salles consacrées à Picasso, à Braque, au cubisme. On a un fond absolument extraordinaire. Tenez là-bas, vous avez une petite tête de Picasso qui est une étude pour les Demoiselles d'Avignon. Donc là, on arrive vraiment... On est dans les années 10, 20. Dans les grands chefs-d'œuvre qui marquent les débuts de vos collections. Oui, puisque la rupture se fait avec le musée d'Orsay, que nous commençons en 1905. Ça, c'est un des plus importants tableaux du XXe siècle. C'est un tableau de Braque, que Braque a peint en réponse aux Demoiselles d'Avignon. Avant, Braque était un peintre fauve, très lyrique. Et lorsqu'il voit les Demoiselles d'Avignon, il réalise ce tableau, qui est ce grand nu en 1907, entre 1907 et 1908, qui est évidemment un très grand chef-d'œuvre. Vous savez, l'histoire de l'art, c'est passionnant parce que ça met en relation des gens et des choses. Il ne faut pas oublier que Cézanne était mort une année auparavant, en 1906. Donc il faut essayer de comprendre qu'un artiste, il travaille toujours par rapport à d'autres. Tenez, Matisse, justement. C'est passionnant aussi parce que nous avons suffisamment d'œuvres pour essayer de raconter l'histoire d'un artiste. Donc, Matisse, c'est un des grands héros, on va dire, de ce musée, au sens où je crois que les 2 expositions consacrées à Matisse sur cette période de 40 ans sont parmi les plus grands succès avec Dali. Mais Matisse est un génie. Matisse est un des peintres les plus inventifs de l'histoire de la peinture. Je dis de l'histoire de la peinture en général. Peintre qui est proche des fauves, qui invente le fauvisme, puis qui développe, vous le voyez dans ces tableaux, des œuvres d'une puissance absolument extraordinaire, d'une solennité, d'une beauté magnifique, et puis qui se réinvente à la fin de sa vie. Venez, je vais vous montrer les grands papiers découpés de la fin. Il faut imaginer Matisse fatigué, malade, il avait subi une opération, il est dans son fauteuil roulant, il travaille avec une assistante qui découpe des formes et il lui dit de les placer ça et là sur la surface. Et ça donne ces chefs-d'œuvre, La Tristesse du Roi, qui réalise 2 ans avant sa mort, en 1952. Ça donne aussi tous ces éléments absolument magnifiques qu'on appelle les papiers découpés. Les papiers découpés, c'est une des grandes inventions de l'histoire de la peinture au début du XXe siècle. Est-ce qu'il y a des œuvres qui sont arrivées à Beaubourg d'une manière particulière, un peu folle? Est-ce que vous avez des souvenirs soit de dons d'artistes ou d'achats un peu exceptionnels? Il y a 1001 histoires. Il y a les gens qui apportent des œuvres et qui vous disent tenez, c'est pour le centre. Ça, c'est arrivé. C'est arrivé sur quel artiste, par exemple? C'est arrivé, par exemple, venez voir, avec récemment 2 Matisse absolument extraordinaires. La veuve d'une des grandes figures
de l'histoire de la critique d'art, est venu à nous et nous a dit, tenez, voilà, il y a ce Matisse qui est pour vous. Et un de mes amis dit, c'est la Joconde du Centre Pompidou, vous allez voir. On approche. Elle est là. C'est un tableau absolument merveilleux. Marguerite au chat noir. Marguerite, c'est la fille de Matisse, sa fille adorée. Matisse avait 3 enfants, 2 garçons et une fille. Et là, il l'a peint, vous voyez, en 1910. Et c'est un tableau magnifique, très simple, très sobre. Il était aussi influencé par les miniatures persanes, Matisse. Et comme donc, vous le voyez, donc ce tableau, on vous l'apporte, on vous le donne, oui, on vous dit c'est cadeau. Fait, on nous dit c'est cadeau, c'est pour vous. Il y en a beaucoup. C'est beau, Beaubourg. Oui, mais ce qui est merveilleux, ne l'oublions jamais, c'est que cette collection inouïe, cette collection a été faite avec les artistes, avec leurs ayants droit, avec les donateurs, avec également notre Société des Amis. Nous avons une Société des Amis qui avait été créée à l'origine du centre et qui, comme vous le savez, a joué un rôle absolument crucial dans l'histoire du musée. Ils nous ont donné et continuent de nous donner plein de choses. Ils nous permettent de réaliser des choses. Mais oui, bien évidemment, il y a des dons. C'est fondamental, les gens ont conscience que c'est leur musée. Vous me disiez tout à l'heure, je suis le patron rien du tout, je suis le passeur de quelque chose et c'est un lieu où évidemment beaucoup de gens se reconnaissent. Alors c'est un lieu où il y a aussi un choc des extrêmes, puisque aujourd'hui beaucoup de gens aiment Matisse, et puis juste à côté, on a la fontaine de Duchamp qui est plus connue comme un urinoir. Donc là, on a 2 courants. On a tort, mon cher, on a tort. Ah bon ? C'est une fontaine. Il l'a baptisé autrement. C'est fondamental. Ouais. Alors, c'est un très très beau projet. Expliquez-nous, parce que ça, c'est une œuvre qui fait toujours débat, même si aujourd'hui elle est un classique. Beaucoup de gens disent ça a fait naître l'art contemporain ou ça a fait exploser l'art. D'ailleurs, je crois qu'elle a été vandalisée à une époque, même à Beaubourg. En tout cas, elle n'a pas été vandalisée à Beaubourg, elle a été vandalisée quand nous l'avons prêtée pour une exposition par un imbécile. Mais bon, vandaliser une œuvre d'art, c'est vraiment s'attaquer à, je dirais, un objet qui ne saurait riposter ou répondre, mais bon, elle a été restaurée. Le problème n'est pas là. C'est évidemment ce qu'on appelle un ready-made. Et c'est fondamental dans l'histoire de l'art, puisque c'est au début du siècle que Marcel Duchamp décide, c'est son droit légitime en quelque sorte, de baptiser un objet ordinaire d'œuvre d'art. Et pas n'importe lequel. Et pas n'importe lequel, ou n'importe lequel, justement, ou n'importe lequel. C'est-à-dire, c'est désigner quelque chose, nommer quelque chose, donne dans le musée un statut à cette chose. Donc c'est à la fois une critique de l'objet, mais c'est aussi une critique de l'institution. Et au-delà de tout ça, c'est aussi la dimension spirituelle de Duchamp, qui, alors que la sculpture est encore académique, va réaliser cet objet incongru. Alors ce qui est absolument fascinant, c'est que cet objet, comme vous le disiez vous-même, il fascine encore aujourd'hui, et pourtant 100 ans, je dis bien 100 ans ont passé. 100 ans exactement. 100 ans. Et nous avons justement décidé à l'occasion des 40 ans, et moi j'ai 40 ans et les années que je mets de côté, mais ce soir j'ai 40 ans. Ouais. Ce soir nous avons tous 40 ans. Voilà. Mais donc j'ai trouvé absolument formidable de remarquer que de jeunes artistes d'aujourd'hui continuent de trouver dans cette histoire, dans ce ready-made, les éléments d'une réflexion contemporaine. Et donc, pour les 40 ans, nous avons invité un artiste jeune, Saada Nafif, qui est une des grandes figures de l'art contemporain d'aujourd'hui, qui a fait un travail tout à fait fascinant. Il a fait une enquête. Il a cherché tous les livres dans lesquels avait été reproduit le fameux ready-made. Et il a arraché la page et encadré la page. Et vous avez ici un fragment d'un travail qui aujourd'hui réunit quelques 1100 livres. L'idée est de s'arrêter à 1001, comme 1001 nuits, si vous voulez. Et de l'autre côté, vous avez la bibliothèque. La bibliothèque qui s'est constituée, puisque d'une part les pages ont été arrachées, et de l'autre côté, vous avez les livres d'où ces pages ont été extraites. Alors c'est une manière de quoi ? De repenser la question de la fascination que cet objet a opéré sur les gens et opère encore. C'est une manière aussi de s'interroger sur sa représentation. C'est une manière aussi de s'interroger sur le passage qui fait qu'à un moment donné, c'est plus tellement Duchamp qui intéresse, mais l'acte même de Saada Nafif qui justement s'approprie cette image. Vous voyez, c'est l'appropriation de l'appropriation. Enfin, tout ça, c'est très fascinant. Il faut le vivre aussi avec légèreté. Il ne faut pas vivre toujours tout cela comme épouvantable casse-tête auquel on ne comprend rien. Il y a beaucoup de jeux
aussi dans l'art du temps. Ça me paraît une très bonne fin. La Fontaine, que certains voient comme l'urinoir de Duchamp, c'est aussi de La Fontaine. C'est léger, c'est pas besoin d'en faire un drame, et ça montre aussi que Beaubourg, surtout pas un drame. Et Beaubourg, c'est très vivant. Une œuvre d'il y a 100 ans fait encore polémique, fait encore rêver, fait encore travailler des artistes. Et fait encore travailler la pensée, si vous voulez. C'est ça qui est génial. Parce qu'au musée, on vient certes pour la délectation, comme on disait à l'âge classique, mais on vient aussi pour réfléchir aux grandes questions du temps. On vient aussi pour partager les choses. Il est rare de voir des gens seuls au musée. Ben là, nous étions presque seuls, mais c'était un bonheur d'être avec vous, en dialogue, et avec tous ceux qui ont pu nous regarder. Je vous remercie beaucoup, Bernard Blisten, pour cette visite très, très agréable, très instructive, qui était à la fois de la délectation et de la réflexion. Merci beaucoup, bonsoir. Merci.